Bonjour à tous les amis, ici Kikou et aujourd'hui nous commençons une série de vidéos sur l'intégration des généraux de Commander 2017 dans le paysage du Duel Commander. Sans plus tarder, le premier sujet, Edgar Markov. Alors déjà, parlons du général. Edgar Markov est un vampire 4/4 pour 3 incolores, un blanc, un noir et un rouge. Sa première capacité est l'éminence, une capacité qui fonctionne depuis la zone de commandement comme c'était le cas pour Oloro. A chaque fois que vous jouez un autre vampire, il vous offre un jeton de créature 1/1 noir vampire en bonus. Pas besoin qu'il se résolve, donc même s'il est contré, vous aurez quand même le droit à votre jeton. Pas besoin non plus que ce soit une créature. La version sans nom vous donnera donc elle aussi un vampire pendant qu'elle tue une créature adverse. Pas mal. Edgar possède aussi des capacités plus classiques qui font effet en jeu. L'initiative, la célérité, et quand il attaque, vous mettez un jeton +1/+1 sur chacun de vos vampires. Dans la plupart des formats Commander, ce général se retrouve au final assez moyen. Il manque de punch pour vraiment faire de la magie à 30 ou 40 points de vie. Par contre, à 20 points de vie, sa capacité suffit à faire passer la plupart des cartes de vampire de très moyenne à très forte. Il a donc donné naissance à un deck aggro tribal vampire. Une belle prouesse car c'est le seul deck tribal viable aujourd'hui en duel commander, avec Karabo. Il vient d'arriver et déjà 4 présences en top 8 à son actif. Aujourd'hui nous commenterons donc la liste de Victor Capron, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. On va aller vite car vous verrez que c'est assez simple. 13 vampires à 1 et guide gobelin. L'idée est de mener l'agression le plus vite possible et de profiter à fond de la capacité d'Edgar pour être très explosif. Même un simple 1-1 vampire pour 1 est correct avec la capacité d'Edgar, alors quand on ajoute de bonnes statistiques ou des capacités, comme pour le lacérateur vampire, ça devient vite totalement fou. A noter que 14 tours 1, même sans cette capacité, ça n'a rien d'absurde. Généralement à 99 cartes, pour avoir de bonnes chances d'avoir son tour 1, on conseille d'en jouer minimum 11, si possible 13. On déconseille souvent d'aller trop au-delà à cause de la loi des diminishing return. Je m'explique. Si vous n'avez qu'une seule carte à 1 dans le deck et vous passez à 2, vous augmentez grandement vos chances d'avoir votre carte au tour 1, sans augmenter tellement le handicap de vos tours 1 sur le reste de vos parties. Par contre, quand vous avez déjà de bonnes chances d'avoir votre carte à 1 au tour 1, en ajouter encore plus, ça va pas augmenter tant que ça les chances de les piocher au tour 1, mais par contre ça augmente les chances d'en avoir qui vous handicapent dans la main plus tard dans la partie. Pour chaque changement dans votre deck, il faut peser le pour et le contre. De Edgar, il y a des débats sur le fait de jouer un max de vampires pas cher sans trop de considération pour l'impact en milieu ou fin de partie, parce que le plan de jeu clair et assumé, c'est de déborder votre adversaire sous une avalanche de vampires, même s'ils sont pas ouf. D'où les surnoms du deck qui sont en train d'émerger sur le web, comme Vampire Diarrhée ou Vampire Pisse, en mémoire à feu Edric. Mais revenons au deck. Vous enchaînez avec 15 vampires pour 2. Il y a beaucoup de synergies liées à l'arrivée en jeu, à la mort ou aux vampires dans le deck, et la plupart arrivent avec les tours 2 ou 3. Comme Edgar vous donne de nombreux vampires qui arrivent en jeu, se font bloquer, finissent par mourir, ces capacités font très vite très mal. A noter un grand absent dans la version de Victor, Mystique Forge-Pierre, qui sert généralement à aller chercher Pince-Crâne et Jit Dumezawa. C'est clair que la carte ne met pas autant de dégâts immédiatement sur la table que n'importe quel vampire à 2 de force et son copain le jeton à 1. Pour une version qui mise entièrement sur l'explosivité, c'est donc pas indispensable. Mais Jit calme vraiment bien les jeux basés sur les créatures, donc les jeux plus susceptibles de bien vous bloquer sur la table, et Pince-Crâne avec tous vos jetons 1-1 vous assure un flot constant de menaces à poser sur la table. A 3, vous avez encore 7 vampires, dont les meilleurs seigneurs qui boosteront toute votre clique. 7, c'est clairement moins que les 14 et 15 précédents par contre. Là encore, il y a un grand absent, c'est l'entité miroir. C'est un vampire qui peut clore la game si elle passe un tour sur la table en boostant toute votre armée. Cette absence semble être un choix assumé, car si vous regardez la base de mana, il y a tous les meilleurs moyens de produire du rouge ou du noir, mais au final seulement 2 terrains qui produisent du blanc. Clairement le blanc n'est là qu'au cas où vous atteindriez 6 mana pour jouer votre général. Il n'y a aucune carte blanche dans le deck, pas même un retour au pays. À 4 mana, et plus dans tout deck aggro, on commence à entrer dans les finishers. Et c'est là où je place mon bémol principal en fait. Le deck est tellement explosif qu'on peut déjà se poser la question du besoin de carte à 4. Si on considère qu'il y a un besoin, alors une carte comme Chevaucheur Infernal se justifie. Bonne taille, célérité, des dégâts bonus pour chaque créature qui attaque, c'est exactement ce qu'on recherche. Par contre, un gardien de la lignée ou un chef de horde brutal, c'est mou du genou quoi pour un tel coup. Le jeu joue 5 créatures à 4 ou 5, ce qui est pas rien, et pas les meilleures à mon avis. Je valide totalement le Chevaucheur Infernal et l'aristocrate Falkenrat, mais les 3 autres sont à mon avis trop mous. En tout, on arrive à 41 créatures, et c'est globalement le bon nombre. Vous pouvez en mettre plus pour assurer le flow constant de créatures et la stabilité, mais arrivé à 40, vous n'êtes pas déjà démuni en fait. Passons au sort.
vous avez 3 types de sorts dans sa liste. Déjà, tous les meilleurs sorts de dégâts directs à 1 ou 2 qui peuvent vous servir aussi bien à dégager le terrain pour vos vampires qu'à finir votre adversaire. Vous avez aussi des finishers vraiment attitrés, comme Animosité partagée, qui exploitent les forces du deck pour finir votre adversaire. Et enfin, vous avez des sorts utilitaires qui font de bons effets et qui rentrent dans le plan de jeu, comme Demonic Tutor. A noter qu'il existe un choix important dans les sorts. Cette version base sa gestion sur le rouge pour l'explosivité et la capacité à finir votre adversaire. Elle est plus sensible à un certain nombre de cartes de hate contre les jeux aggro, comme Kalitas ou Bat Crâne, car vous manquerez de dégâts pour les tuer avant qu'ils aient fait gagner des points de vie au moins une fois. Une option possible, c'est donc de passer sur les anti-créatures noires comme Dislocation pour essayer de passer outre cette faiblesse. Certains joueurs rentrent déjà de nombreuses cartes pour éliminer un max de vos vampires très vite, comme Pyroclasme et Peste Artificielle, et booster votre armée peut permettre de passer outre certaines de ces cartes. Vos seigneurs vampires servent déjà à ça, mais il est possible de rentrer des cartes comme Lune Blafarde au besoin. Généralement on préfère éviter car elles ont le cul entre deux chaises en fait. Elles sont pas des créatures donc elles font rien seules, et elles ne boostent pas suffisamment toute votre clique pour finir votre adversaire à coup sûr si vous avez déjà vos vampires, d'où leur absence dans la plupart des listes. Enfin, on va rapidement parler de la mana base. Comme nous le disions, elle est prévue pour supporter le choix d'une version rouge-noir. 39 terrains, c'est le nombre classique pour un jeu agressif sans elfe en duel commander. Si vous partez plutôt sur des anti-bêtes noirs, vous pourrez avoir une mana base orientée mono-noir. Moins vous avez besoin de mana différents, plus vous pouvez vous concentrer sur ces besoins au moment de faire votre base de mana et plus vous vous assurez la stabilité de vos sorties. On pourrait se dire que des cartes comme Terre Dévastée ou Lune de Sang permettraient de punir des adversaires qui ne font pas le même choix de stabilité. Mais c'est pas dans le plan de jeu en fait. Vous êtes un aggro ultra stable et explosif, et arrivé au tour 3-4, vous voulez des finisseurs, des blasts, quelque chose pour tuer votre adversaire. Lune de sang, ça fait pas de dégâts, alors dehors. C'est fini pour cette deck tech. Alors maintenant, passons sur la question qui anime les forums en ce moment, c'est comment on s'adapte à Edgar. Il y a plusieurs approches sympas qui émergent déjà. La première vise à punir les joueurs qui partent sur la version blast du jeu en posant des créatures qui bloquent bien, arrivent tôt et font gagner des points de vie assez rapidement. 4 d'endurance, c'est pile ce qu'il faut pour être hors de portée des sorts comme foudre et que votre créature survive. La seconde, et qui est assez complémentaire, c'est de jouer des créatures à bas coût, mais qui soient individuellement plus fortes que celles d'Edgar. En soi, un simple chaman Rhythmor 1-2 suffit à bloquer une 1-1 par tour, à gagner des points de vie et donc du temps. Au début, vous serez sur la défensive, car il a plus de créatures, c'est normal. Puis au fur et à mesure, grâce à la qualité supérieure de vos sorts et à quelques moyens de récupérer de la vie, vous allez inverser la vapeur. Une plainte que je vois régulièrement, c'est que même après 2 colères de dieu, le deck revient quand même. Le souci, c'est que quand vous jouez des colères de dieu, vous ne faites rien d'autre en même temps. Alors que lui, il inflige quand même des dégâts, et il lui suffit de jouer 2 vampires pour avoir une grosse présence sur la table. Faut voir qu'il suffit d'un pyroclasme pour tuer la quasi-totalité de ses créatures. Et pyroclasme, c'est 2 mana. Vous pouvez réussir à jouer d'autres choses en même temps, et qui vont vous permettre d'avancer votre propre plan de jeu. C'est même possible de jouer vos propres créatures avec suffisamment d'endurance pour survivre au pyroclasme, comme un Morgosor. De manière globale, quand on attend beaucoup plus de jeux explosifs comme Edgar, il faut revoir son approche du metagame. Un Emrakul, même le second, c'est beaucoup trop lent, ça arrive trop tard. Des cartes comme le premier Gideon ou Machine Give Étreinte font déjà un super boulot, et pour moins cher. Une chose est sûre, Edgar sera l'aggro dans le match-up. Vous pouvez pas le prendre de vitesse avec tous ces bloqueurs gratuits. Il va être monstrueusement rapide. Des généraux comme Zurgo, Arabo ou Baral auront forcément du mal à avoir un bon match-up contre Edgar. Il faut peut-être mieux tenter autre chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, suivre, partager, blabla. On se retrouve, rendez-vous à la prochaine vidéo qui du coup regardera un nouveau général de Commander 2017. Et en attendant, portez-vous bien et bye!